Dans le speedcubing, c'est toujours assez compliqué, je trouve, de repérer quand on fait des erreurs. Parce qu'en fait, on va tellement être habitué à les faire qu'on ne se rend même plus compte qu'on les fait. Et donc aujourd'hui, je te présente les 7 erreurs les plus communes dans le speedcubing. Peu importe ton niveau, tu peux faire ces erreurs, sauf si t'es vraiment sub 5, oui t'en fais aucune, parce que je ne suis pas sub 5. Mais voilà, que tu sois sub 30, sub 40 minutes, sub 20 secondes, tu peux faire ces erreurs. Donc avant de parler de ces erreurs, je vais te présenter deux choses qui vont t'aider à... donc la première, ce sera pour repérer tes erreurs, et la deuxième, ce sera pour les corriger. La première chose pour repérer ces erreurs, c'est de se filmer pendant qu'on résout le cube, parce que ça permet de pouvoir revoir après ce qu'on fait. Et par exemple, si tu regardes cette vidéo après et après que tu regardes cette résolution, tu vas te dire ah oui, c'est vrai que là je fais cette erreur. La méthode pour corriger ces erreurs, selon moi, c'est de faire des slow solve. Donc une slow solve, donc traduit, ça veut dire une résolution lente. Et donc pour moi, une résolution lente, c'est une résolution où on va se concentrer sur ce qu'on va faire et on va essayer du coup de pas commettre ces erreurs. Le but pour moi de la slow solve, c'est de faire les résolutions qu'on voudrait faire, mais à du coup vitesse réduite, pour habituer notre cerveau et nos mains à faire ça. Et donc au fur et à mesure, on augmente la vitesse et on se retrouve à faire ça en vrai. Et donc là, ça permet de corriger ces erreurs, de faire des slow solve, vu que c'est des erreurs, on va réfléchir et on va implémenter dans notre cerveau ce que l'on va devoir faire, et à force de faire quelque chose, on finit par l'intégrer et ça devient une habitude. Et donc nos mains peuvent directement le faire à pleine vitesse en résolution. Pour la première erreur, je vais commencer donc par une erreur qui concerne beaucoup de personnes. Cette erreur, c'est d'avoir des finger tricks assez mauvais. Donc j'ai oublié de le dire dans l'enregistrement initial, mais du coup je le dis maintenant. Donc un finger trick, c'est quoi un finger trick? C'est comment on va faire les mouvements avec nos doigts. Par exemple, pour cet algorithme, je fais comme ça ici. Et voilà, c'était mes finger tricks pour cet algorithme. Et pour vous montrer, je vais vous donner des exemples. Donc là, il y a une personne que je vais mettre un enregistrement d'une personne que je connais faire un algorithme. Et juste après, je vais faire donc le même algorithme pour comparaison, et je vais vous montrer qu'il y a quand même une différence. Donc là, c'est moi qui fais l'algorithme. Donc là, vous avez pu voir que la personne qui a fait l'algorithme avant, elle le faisait d'une manière donc forcément qui va être différente de la mienne, parce que j'ai environ 3000 heures d'entraînement de plus au Rubik's Cube. Et donc on peut voir sur son enregistrement que lorsqu'une face est tournée, en fait c'est toute la main qui tourne la face, donc comme ça. Et par contre quand c'est moi, en fait c'est un doigt par... En fait quand on utilise toute notre main pour faire un tour, ça va nous demander après de replacer notre main pour faire le tour d'après. Alors quand on utilise un doigt, c'est juste notre doigt qui doit être replacé. Et donc le tour d'après, on peut le faire avec un autre doigt pendant que celui-là se replace. Et donc on gagne beaucoup de temps. Pour la deuxième erreur, elle découle souvent de la première, en fait, c'est de faire des rotations de cubes qui sont pas forcées, qui ne servent, on va dire, à rien. Et une rotation de cube, c'est ça, c'est le fait de changer de face de devant. Alors ça, on voit bien que ça prend du temps. Bon. En plus, il y a des risques de faire tomber son cube quand on fait ça. Bon, normalement, quand on sait les faire, non, mais voilà. Donc, il faut en faire le minimum possible. Cette erreur, elle découle de la première, parce que si on n'a pas des bons finger tricks, on ne pourra pas faire certains algorithmes sans rotation. Par exemple, pour insérer cette paire de F2L ici, beaucoup de personnes vont faire une rotation puis faire ça, alors que la meilleure option c'est de faire ça. Je vous le remontre. Ça va être comme ça, faire ce mouvement. Tac. Mais si on n'a pas les bons finger tricks pour faire ça, on n'y arrivera pas. Donc on est obligé de faire une rotation et de perdre du temps. Ensuite, il y a un deuxième cas où on fait des rotations, et je mélange le cube pour vous montrer. Donc ce moment où on fait des rotations, c'est pour chercher nos paires de F2L, donc après qu'on ait fait notre croix. Et par exemple le A, ce que des gens font, c'est qu'ils font ça pour chercher leur paire, qui tournent jusqu'à trouver une paire bien. Hop, j'ai trouvé ça ici. Moi personnellement, je vous conseille plutôt de monter le cube comme ça, du coup vous avez accès, vous pouvez voir directement tout ce qu'il y a derrière. Alors c'est vrai que c'est pas pareil, vous voyez pas de devant, mais au moins ça vous permet de voir tout ce qu'il y a là, et donc permet par exemple de voir ici ces deux là et faire
Mais même cette rotation là est évitable parce que j'en ai quasiment jamais besoin de regarder ce qu'il y a derrière en vraie résolution. Mais ça c'est du look ahead, donc si vous n'avez pas encore appris à faire ça, bah vous ne pouvez pas faire ça, mais je vous conseille plutôt de regarder là. Et ensuite un troisième cas de rotation, et celui-ci il faut vraiment l'arrêter, je l'ai beaucoup fait, c'est de par exemple ici, on voit que encore on voudrait placer nos coins si on fait la méthode de Friedrich débutante. Et donc pour placer nos coins, et ben on va faire une rotation pour aller se mettre dans la bonne configuration. Alors qu'en vrai le mieux c'est juste de faire un mouvement U et de... Donc c'était les 3 cas les plus fréquents de rotation un peu abusive. Bien sûr, on peut pas toutes les enlever, les rotations, mais il faut en enlever le maximum. Une autre erreur que je vois souvent, c'est de mal choisir les algorithmes qu'on va apprendre. Parce que souvent, en fait, les débutants, pour apprendre leurs algorithmes, ils vont aller sur une vidéo YouTube qui présente, je l'ai fait aussi, mais ils vont aller sur une vidéo YouTube qui présente les algorithmes les plus faciles à retenir. Mais est-ce que... le problème des algorithmes les plus faciles à retenir, c'est que certes, ils sont faciles à retenir, c'est le principe, mais ils sont pas forcément si bons. Les débutants ont des fois la flemme d'apprendre des algorithmes compliqués, alors que les algorithmes compliqués sont beaucoup plus rapides. Et donc pour ça, pour trouver l'algorithme le plus rapide, je vous propose d'aller sur des sites, par exemple SpeedCubeDB, et donc il suffit juste de regarder les algos. Donc le site vous en propose beaucoup, je sais pas combien il y en a beaucoup, et vous pouvez juste les tester les uns après les autres et voir lequel vous convient le plus. Erreur suivante, je vois des cubeurs qui se chronomètrent tout le temps, et ça c'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le problème en faisant ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir progresser, parce que si vous chronométrez tout le temps, alors vous n'allez pas avoir de différence, parce que c'est de l'entraînement de se chronométrer, mais à un moment on peut pas faire mieux avec les algorithmes et avec notre méthode, on peut pas faire mieux même avec beaucoup d'entraînement. Donc c'est à partir de ce moment-là où il faut commencer à changer des choses dans notre méthode, parce que si on fait toujours la même chose, nos temps vont être toujours les mêmes, si vous êtes d'accord avec moi. Et donc du coup vous n'allez pas progresser, donc vous allez vous démotiver et vous allez arrêter, et du coup quand vous avez arrêté, vous avez perdu votre niveau, et quand vous allez revenir ce sera juste trop tard, il faudra tout refaire. Si vous faisiez pas trop de résolution chronométrée, vous verriez pas progresser, et vous passeriez du temps à juste vous entraîner. En fait il faut passer autant de temps à se chronométrer qu'à vraiment s'entraîner, mais à vraiment apprendre des choses sur le cube. Par exemple, donc moi je conseille de faire 1 semaine sur 2 si vous voulez vraiment vous chronométrer, parce que se chronométrer c'est bien aussi, ça permet de voir notre progression, de savoir où on en est, certes, mais il faut pas le faire trop souvent. Donc moi je conseille, et ce que je fais un petit peu, c'est de faire 1 semaine d'entraînement sur des choses... par exemple, cette semaine j'apprends 8 OLL et 2 PLL pour aucune raison, et la semaine d'après je me chronomètre et je vois combien de temps j'ai gagné grâce à ça. Et la semaine d'après je réapprends des choses, j'améliore un peu mes F2L, ma croix, ce que vous voulez, et ensuite la semaine d'après vous vous chronométrez pendant 1 semaine. Vous pouvez faire un jour sur 2, un jour j'apprends des trucs, mais le problème de faire un jour j'apprends des trucs, un jour je me chronomètre, c'est qu'en un jour on n'a pas le temps d'assimiler vraiment toutes les informations, sauf si on cube vraiment toute la journée. Mais la prochaine erreur, c'est de trop vouloir se concentrer sur la vitesse brute à laquelle on tourne le cube. Quand je dis la vitesse brute, c'est par exemple là par exemple j'ai tourné très très vite le cube, donc ça c'est la vitesse brute, et un peu oublier les autres points très importants pour finalement faire des bonnes résolutions. Parce que certes ça va permettre d'avoir un bon TPS, un bon nombre de tours par seconde. Le problème c'est que si en résolution on tourne très vite un passage, mais qu'après on fait une grande pause pour faire le reste, finalement ça sert à rien, vu que le temps qu'on a gagné à tourner très vite, on l'a perdu en faisant une grande pause. Donc c'est pour ça que au lieu d'essayer de tourner trop vite, je vous conseille d'essayer de faire du look ahead. Donc look ahead, c'est essayer de prévoir où les pièces vont arriver pour pouvoir enchaîner directement les mouvements. Et donc en faisant du look ahead, on réduit les pauses, et si on réduit les pauses, on gagne du temps. L'erreur suivante, je l'ai faite et ça a encore des conséquences aujourd'hui, c'est de négliger la main non dominante. Donc par exemple tu es droitier et donc tu vas négliger la main gauche du coup.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la majorité des mouvements. On est plus à l'aise à les faire vite avec la main droite. Hein. Je suis tellement plus rapide avec la main droite qu'avec la main gauche. Et le problème, c'est que si je savais faire des mouvements très rapides avec la main gauche, bah, ça me permettrait d'avoir, c'est-à-dire permettrait de tous les cas symétriques être capable de les faire aussi rapidement avec la main droite qu'avec la main gauche. Et ça me permettrait de ne pas devoir apprendre d'autres algorithmes potentiellement plus longs. C'est surtout pratique pour les F2L, mais l'erreur c'est de négliger la main gauche et de te rendre compte trop tard et de devoir tout réapprendre trop tard finalement, parce que par exemple là j'ai deux cas symétriques ici, un que je vais faire avec la main gauche, un que je vais faire avec la main droite, donc celui-ci avec la main droite, voilà, et celui-ci avec la main gauche. Et bah j'ai été beaucoup plus lent avec ma main gauche qu'avec ma main droite, alors pourtant je préfère ce cube là à celui-ci. Et donc le problème de pas avoir une bonne main gauche, c'est qu'on perd du temps sur des cas... parce que du coup, moi, l'algorithme que je viens de faire, celui-ci, bah, je résous autrement, mais c'est plus long que si je faisais à pleine vitesse avec la main droite. Et donc je perds du temps, et en plus, maintenant, j'aimerais bien avoir une bonne main gauche pour gagner du temps, mais du coup, je dois tout rattraper et tout réapprendre à faire avec la main gauche, et du coup maintenant je fais des résolutions presque avec main gauche dominante avec la main droite qui tourne pas grand chose, et ça fait bizarre. Et c'est pour ça que si t'es débutant maintenant, essaye quand même d'entretenir un peu ta main gauche et de faire quand même pas mal d'algorithmes avec ta main gauche, plutôt qu'essayer de trouver des moyens de passer outre, on va dire, ta main gauche pour faire que les trucs avec la main droite, parce que c'est très utile d'avoir une bonne main gauche. Et la dernière erreur de cette vidéo, et la plus importante, c'est de ne pas être abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr. Bon, trêve de plaisanterie, mais abonne-toi quand même, c'est toujours utile. La dernière erreur, c'est d'oublier l'amusement quand on fait du Rubik's Cube, et de ne se concentrer du coup juste sur les performances. C'est comme dans tout, si on aime faire quelque chose, on va être meilleur, on va être motivé à le faire, et si on n'aime plus, bah pourquoi le faire finalement? Donc la morale de ça, c'est qu'il faut toujours s'amuser. Par exemple, si on s'amuse plus à faire du 3x3, on s'en fiche, on prend ça. Et si on s'amuse plus à faire ça, et ben on prend ça. Et si on s'amuse plus du tout, et ben... Pourquoi il y a une punaise coincée sur mon 5x5? Et si on s'amuse plus du tout, ben on balance le cube. C'est pas vrai, parce que ça coûte cher ces trucs, mais on arrête et on fait des pauses et on va faire autre chose. La fin de cette vidéo sur les erreurs, j'espère que vous allez gagner du temps en corrigeant ces erreurs. Bonne journée.